les gens savent qu'est-ce qui se fait derrière les écrans, derrière, il y a beaucoup d'efforts qui sont rassemblés pour essayer déjà de prévoir ce passage. Alors, Robert, dites-moi si je me trompe, mais je pense que vous allez pouvoir commencer la conversation. Vous êtes en direct sur la page Facebook du CRIF. Nous sommes comme des bons juifs, on a déjà commencé la conversation tout de suite. Oui, on n'a pas arrêté. On n'a pas entendu. Voilà, mais peut-être ça, je peux déjà commencer à dire bonjour. On peut commencer? Oui, je vérifie parce que je ne vois pas. Allez-y, allez-y. Ça y est. C'est bon? Vous pouvez y aller. Eh bien, bonjour, bonjour à tous, bonjour nos amis du CRIF, bonjour membres du CRIF, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. On a aujourd'hui la chance d'ouvrir cette conversation avec Raya Kalenova, qui est vice-présidente exécutive et directrice générale du Congrès juif européen. C'est une vraie chance pour ce débat qui va nous permettre de faire un voyage à travers les différentes communautés juives en Europe dans cette période, dans la période du confinement, dans cette période de déconfinement. Dans cette période de confinement, il y a évidemment la question de comment la communauté juive a pu vivre cette crise. Ça va être un des premiers sujets qu'on va aborder. On a beaucoup parlé d'une surreprésentation, notamment en France, de la communauté juive dans les malades ou les décès. Ceci est évidemment extrêmement contesté, contestable. Et ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est de vérifier, de voir, d'écouter Raya pour comprendre un peu la situation des différentes communautés juives en Europe, des petites, des grandes, des cellules de crise qui ont dû exister, qui ont été très actives en France, avec notamment la présence de Robert Ejnes dans cette cellule pour le CRIF. Et donc, Raya, ma première question, un premier point de démarrage de cette discussion, et encore merci d'être là, c'est comment les différentes communautés ont vécu cette crise. Voilà, tout d'abord, bonjour tout le monde. Merci beaucoup à Robert, à Francis de m'avoir invité, à Serge d'accepter ce débat qui me réjouit énormément parce que ce que j'ai déjà dit à Serge, c'est pas souvent que j'ai l'occasion de parler en français et ça me fait énormément plaisir et j'espère que dans l'avenir, on pourra avoir des contacts un peu plus réguliers. Et j'espère qu'il y a pas mal d'amis français ou d'autres pays, nos amis francophones. Je sais qu'il y a des amis d'Italie aussi qui nous ont rejoints et de Belgique. Et je suis très contente de pouvoir commencer ce débat. Et si on parle maintenant de l'ampleur de cette épidémie, et de la situation de la communauté juive européenne, je veux dire des situations des communautés juives, parce qu'une communauté n'est pas l'autre, un pays n'est pas l'autre. Et j'ai l'impression, personnellement, que la façon dont la communauté est affectée est très directement liée avec la situation, évidemment, géographique ou l'appartenance, la situation nationale, la situation du pays. C'est très, très lié. Et il y a des choses qu'on peut comparer, mais il y a des pays, des communautés où c'est très difficilement comparable parce que la culture est différente, parce que les systèmes sont différents. Et ici, ce qui est vraiment commun pour tout le monde, que Covid frappe nos anciens. Et ce que pour moi personnellement, c'est une énorme détresse aussi parce que je remarque que dans toutes les communautés, s'il y a des victimes, c'est les victimes, la plupart des victimes sont très très âgées. Et dans les pays où il y a des maisons, comme on dit les EHPAD en France, aux nursing homes, ou les maisons de repos, c'est là où cette tragédie a vraiment frappé au maximum. Et les pays où il y a des victimes, c'est lié avec le nombre, l'âge moyen de la population et le facteur aussi des grandes villes,
de grands rassemblements. Et le plus les gens sont espacés, le moins de cas, le moins de victimes il y a. Ça, c'est aussi absolument la même chose partout. Mais comme on sait que les communautés juives, la plupart des communautés juives se trouvent là où il y a le plus grand rassemblement de population. En France, c'est évidemment Paris et les environs. En Grande-Bretagne, évidemment que c'est Londres, et ainsi de suite. Je crois que depuis qu'existent les universités, les Juifs aiment bien habiter là où il y a des universités pour envoyer les enfants à l'université le plus tôt possible et ne pas faire des grands déplacements pour ça. Je crois que ce mouvement commençait au début même du XXe siècle, même dans l'Europe de l'Est. Dès que les Städte ont disparu, tout le monde s'est rué là où il y avait le moyen d'étudier. Et c'est comme ça que formait une énorme communauté, par exemple en Pologne, en Varsovie, à Cracovie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et beaucoup moins dans des petites villes. Voilà. Mais justement, Raya, par rapport à cela, on a vu des mouvements de solidarité se développer. Vous êtes au cœur justement de cette solidarité dans les actions que vous menez, dans le déplacement que vous faites en permanence, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette solidarité juive quelque part qui s'est mobilisée à travers différentes organisations ou différentes cellules? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces cellules et comment elles se sont diffusées en Europe? C'est vraiment une très très bonne question, et c'est même pas une question, c'est une conversation que j'espérais aussi avoir, parce que je voulais dire que nous sommes très très fiers dans le Congrès juif européen de nos affiliés, de absolument toutes les communautés se sont montrées tellement actives, tellement solidaires, tout a fonctionné, les contacts, l'aide, le volontariat, je crois que cette épidémie a réveillé certains aspects positifs qui étaient dormants. On peut dire que la communication vraiment s'est développée d'une façon incroyable, comme on parle maintenant avec les moyens d'Internet, et ça n'a pas arrêté dans presque toutes nos communautés. Il y a énormément d'activités qui se passent sur Internet et qui se sont développées dans les premiers jours, premières semaines, très rapidement, s'organiser pour que tout le monde vraiment à l'intérieur de la communauté et pas en dehors. Et nous, disons que nous, on a immédiatement commencé à mobiliser nos forces pour aider concrètement à nos communautés, surtout à ceux qui sont démunis, aux communautés les plus faibles. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que même les grandes communautés, même les communautés prospères, à ce moment-là, se sont trouvées dans les situations, comme tous les habitants du pays, de non-préparation à ce genre de catastrophe. Et c'est que les gouvernements n'ont pas fourni assez rapidement de l'aide dans les tout grands pays, dans les pays riches, et paradoxalement, dans les petits pays assez pauvres, comme, je ne sais pas, les communautés petites, la population n'est pas aussi importante, et la préparation était là. À l'Europe de l'Est, les pays étaient beaucoup plus préparés. Par exemple, si je prends les pays baltiques, comme Estonie, Lituanie, Latvie, Lettonie, ils ont très très peu de victimes dans les pays, et dans les communautés, chez nous, il n'y a pratiquement pas de victimes. Il y avait des gens qui étaient malades, mais très très peu, parce que le gouvernement a réussi à aider et qu'ils se sont très très vite organisés, parce que c'était des petites communautés, tout le monde autour d'une synagogue, un centre, tout le monde, on a dit, vous ne faites pas, on ferme, on ne fait pas, il n'y a pas de mariage, tout s'était beaucoup plus facilement. Et dans ces pays-là, il n'y a pas beaucoup de gens très âgés non plus. Alors, ils ont été plus épargnés, mais quand même, on fait le monitoring encore maintenant.
toutes les semaines, on parle à tout le monde, dans tous les pays, avec tous nos contacts, on sait exactement ce qui se passe. Et les premières semaines, on s'est mobilisé pour acheter le maximum de produits sanitaires qui manquaient. On a fait des énormes commandes en Chine et on a envoyé, il y a des communautés qui nous disaient non, le gouvernement nous a fourni le matériel sanitaire, mais nous, on a plutôt besoin d'argent pour organiser des repas, pour de payer ça, de ça. Mais la plupart des pays, quand même l'Allemagne, même l'Angleterre, manquaient terriblement de moyens sanitaires, surtout dans les EHPAD, surtout dans les nursing homes. Comme ça, on a réussi à fournir le maximum de ce qu'on pouvait faire et on continue encore. Et aujourd'hui, si même je sais qu'en France, je parlais régulièrement avec le président de CRIF est notre affilié, il me disait non, de ce côté-là, ça va, mais j'ai quand même préparé, il y a des boîtes qui restent chez nous préparées pour la France au cas où s'il faut ouvrir les écoles ou les synagogues ou s'il n'y aura pas le nombre suffisant de masques et de choses pareilles. On est prêt à envoyer ça en France très vite. Et ça, Francis le sait, et dans les autres pays, on reçoit les demandes, on essaie de répondre au plus vite possible et maintenant, on va passer à un stade on va essayer de comprendre quelles organisations sont en péril. Parce que dans chaque pays, on aura des organisations plus vulnérables. Et peut-être il faudra les sauver tout court. De disparition. Et alors, on va avoir ce que j'ai déjà dit à Robert, dans le jour qui vient, on va faire une réunion avec les directeurs de toutes les communautés ou les présidents qui vont nous dire où ils sentent qu'ils auront besoin de plus d'aide et nous, on va débloquer les fonds et on va essayer de les aider pour sauver, évidemment, dans les mesures de possible, pour qu'il n'y ait rien qui disparaît, pour qu'on se révèle de cette crise sans perdre tout ce qui a été créé avec tellement d'efforts. Et on va avoir de l'aide du gouvernement, on va se battre pour avoir de l'aide du niveau de la Commission européenne parce que les budgets étaient déjà mis de côté pour tout ça. J'espère qu'avec toutes ces catastrophes économiques, qu'on ne va quand même pas perdre les lignes budgétaires qui étaient déjà ouvertes par la Commission européenne pour les communautés. Voilà, mais on va continuer à être en contact et on va continuer à suivre la situation des cellules de crise parce que je sais qu'en France, évidemment, c'est un des pays où la communauté est le plus organisée et que la cellule de crise existait déjà depuis Toulouse. Elle a simplement changé la direction. Maintenant, la cellule de crise s'occupe de Covid, mais elle existe, elle a été réactivée et nous avons un département chez nous ce qui s'appelle SAC, Security and Crisis Center by EJC. C'est notre centre de crise et de sécurité et de gestion de crise. Ils sont là déjà depuis 6 ans, ils voyagent partout et ils aident à établir de très bonnes relations entre les autorités dans chaque pays, comme la police, même l'armée dans certains pays, ou les organisations gouvernementales qui peuvent aider. Et les communautés, disons, on s'occupait plus de prévention des actes terroristes, mais tous les trainings qui ont été faits depuis des années dans chaque pays, qui étaient faits par notre département de crise, c'était pas seulement terrorisme, c'était pour prévenir n'importe quelle catastrophe naturelle, climatique, un grand accident, même de bus scolaire, n'importe quoi. Il y avait des trainings qui prévoyaient tout ça. Et dans chaque cellule de crise, depuis toujours, il y avait des médecins, il y a des avocats, et les médecins qui jouent toujours un rôle très important. Et justement, Raya, puisque nous sommes passés du confinement et vous avez très très bien précisé comment la solidarité a été coordonnée, notamment par votre organisation européenne et le Congrès juif européen. Et nous sommes maintenant dans une phase de déconfinement, quelque part de
sortie, je ne sais pas si c'est de crise, mais en tout cas de sortie du confinement, avec cette complexité qui semble apparaître, c'est-à-dire comment assurer à la fois la sécurité des personnes tout en n'empêchant pas les relations, les rencontres, les réunions familiales et communautaires. Comment tout cela peut se mettre en place et quel rôle là encore, d'abord, quelle est votre vision globale de ce déconfinement? Est-ce que vous avez une sorte de mapping, de cartographie finalement de ce déconfinement et quelle est votre vision finalement de cette cohabitation complexe entre la sécurité et la vie communautaire et la vie sociale? Je crois que le mot qui convient le mieux, c'est complexe. Ça va être très, très complexe. Et j'étais justement maintenant, quand je parlais avec Robert, je lui ai montré, je vais vous montrer ici. Si jamais ça vous intéresse, je peux traduire tout ça. Voilà, j'ai ici un document qui est en anglais. C'est un document qu'on a rassemblé de toutes nos communautés, de France aussi, exactement les procédures qu'il prévoit, comment il prévoit ouvrir les synagogues, à quelle date, dans quel ordre. On a mis tout ça ensemble, tous les pays, l'ordre alphabétique. S'il y a un pays spécifique qui vous intéresse, je peux tout de suite vous dire les dates de l'ouverture et tout ça. Ça peut faire partie des questions, ça. Voilà, et disons que ça, on a envoyé déjà, je crois que les dirigeants communautaires français, ils ont déjà ce document pour avoir un tout petit peu la vue de l'ensemble de l'Europe, pour voir ce que font les voisins. Et c'est parfois très, très intéressant parce qu'on fait les Zooms où on a chaque fois une centaine de participants qui parlent de ces questions et qui racontent, les dirigeants communautaires sont là tous ensemble, parfois on voit l'écran, c'est comme si on est à l'Assemblée générale de l'ONU, et qui racontent, qui partagent des mauvaises choses, des mauvaises expériences et des bonnes expériences aussi. Et ça aide aussi, ça donne un très bon sentiment qu'on n'est pas seul et qu'on voit que ça a marché dans une communauté, pourquoi pas dans l'autre. Ici, Italie a joué un rôle très important parce que les Italiens, et je salue, je crois que le président de la communauté de Milan est quelque part pas loin et qui nous écoute, qu'il devait être avec nous aussi parce qu'il est aussi membre de notre task force. Et l'expérience italienne était pour nous tellement important. Et l'expérience de la communauté aussi, parce qu'eux, ils ont été frappés très, très tôt. Et j'ai compris en parlant avec Noémie Desseni, la présidente de la Fédération de l'Union, et avec d'autres dirigeants communautaires en Italie, parce que la situation en Italie aussi était complexe. Le Sud n'a pas souffert autant que le Nord. C'est la communauté de Milan et les environs qui a été frappée terriblement. Mais en parlant avec eux, on a compris qu'est-ce que nous attend dans d'autres pays. Et quand on a entendu les propos tenus, par exemple, par le Premier ministre de Grande-Bretagne, Boris Johnson, je vous assure que je parlais au moins 3 fois par jour avec les dirigeants communautaires en Grande-Bretagne en les suppliant de ne pas écouter, ne pas attendre le gouvernement, confiner la communauté, fermer le plus vite possible pour sauver, parce que c'était au début absolument inimaginable, ce qu'il a déclaré, qu'il faut serrer la main à tout le monde, et qu'il va le faire, et que voilà, que tout va aller très bien. Mais nous, on a déjà alerté nos communautés en les demandant d'agir le plus vite possible, surtout là qu'on a senti que ça va faire très mal. On a senti ça pour le UK. C'était très, très important. Tous ces échanges qui étaient non-stop, non-stop. Je pense que chez nous, tout le monde passait presque toutes les journées au téléphone en ressemblant. Maintenant, on est passé déjà à un autre stade. Maintenant, on analyse, on prépare les textes, les analyses par écrit pour envoyer à tout le monde, pour avancer maintenant d'une façon un peu plus scientifique. Mais au début, c'était vraiment les contacts, les conclusions
et l'échange très vite avec tout le monde. Et on a les communautés qui ont échappé complètement. Ce que je peux vous donner l'exemple de la Grèce. La Grèce n'est pas un pays que les gens sont connus comme le plus discipliné, les plus obéissants aux autorités. C'est vraiment aussi un pays méditerranéen. Mais moi, j'étais par hasard en Grèce, c'était mon dernier voyage, le 29 février, comme je vous ai raconté. Et devant mes yeux, je participais à leur assemblée générale et ils ont pris une décision avant que tout a commencé au niveau national. Le 1er mars, tout était fermé. Moi, je suis partie, ils ont fermé la porte derrière moi, le centre communautaire, la synagogue, l'école, tout était fermé tout de suite. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de victimes dans la communauté en Grèce. Voilà. Mais il fallait avoir une communauté qui suit les recommandations, les instructions, et que le gouvernement a fait la même chose très vite aussi. Ils n'ont pas attendu. Ils avaient 10 cas, ils ont tout fermé. Et il y a des cas où les pays où jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de confinement. Alors, voilà, c'est pour ça qu'on a ces situations qui sont différentes. Mais cette solidarité, ce contact entre les présidents des communautés juives, il a joué un rôle très, très important. Et ça a montré à quel point on est vraiment une famille, à quel point on a une chance d'appartenir à notre peuple parce qu'on vit tous ensemble, on traverse les bons moments, les mauvais moments et on voit tous ensemble maintenant le bout de ce tunnel, on voit la lumière et j'espère que la prochaine fois quand on va se rencontrer, on allait tous avoir une vie beaucoup plus normale et qu'on va penser… Alors ben oui, et on le souhaite tous et c'est avant de passer au sujet de vision d'avenir, je crois qu'on peut avoir tous une pensée fraternelle pour les familles des victimes et aussi souhaiter à tous ceux qui sont encore malades un bon rétablissement rapide. Et cette vision d'avenir, puisque nous sommes aussi là pour donner un peu de perspective, on sait qu'on va sortir de la crise, on en a parlé dans une situation complexe où il faut à la fois maintenir la sécurité, renouer les échanges et la vie communautaire. Il y a une crise économique qui va aussi, bien sûr, toucher notre communauté comme toutes les communautés nationales. On a aussi des mouvements politiques qui nous inquiètent un peu. Et puis, il y a de l'antisémitisme à travers du complotisme, les réseaux sociaux qui s'est développé pendant cette période. Quelle est votre analyse de tout ça et quelle projection, je suis sûr positive, vous nous donnez de l'avenir? Disons que l'antisémitisme, c'est quelque chose qu'on connaît depuis toujours et on peut dire que l'année 2019 n'était pas une très belle année. Déjà avant la pandémie, les chiffres de cas violents, des agressions antisémites étaient en augmentation. Les désécrations de cimetières, des vandalismes, dans toutes sortes, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, d'islam radical, de partout. Et à ça s'est ajouté l'antisémitisme qu'on n'entendait pas tellement aux États-Unis et qui a explosé déjà avant la pandémie. Et c'est maintenant une question vraiment, je pense, des semaines ou des mois, dès que le vrai bilan économique va être sur la table, on va, comme d'habitude, chercher un bouc émissaire et probablement, il n'y aura pas un cette fois-ci, mais nous allons être dans cette catégorie. La communauté juive va être de nouveau pointée de doigts avec ces histoires de calomnie, des complots et tout ça, cet antisémitisme absurde et primitif, ça a toujours existé
et ça va s'aggraver. Et maintenant, ça explose sur les réseaux sociaux et on devra être très vigilant. Et j'ai attendu déjà qu'en France, vous avez entamé un procès contre un blog antisémite qui s'est développé en période très courte sur le net. Et je salue cette initiative et c'est sûr que nous allons faire pareil. Nous allons organiser un groupe de suivi pour agir très vite et on va aussi entamer des procès et faire tout le nécessaire. Il y a beaucoup de bagarres devant nous. Et on est là pour aider, pour engager des avocats et on ne va pas lâcher ça, on ne va pas lâcher parce que ça nous touche, c'est très tout près de nous. Voilà. Mais aux États-Unis, depuis déjà peut-être 2 ans, l'antisémitisme est venu de côté qu'on ne s'attendait pas, est devenu même violent. Avant, l'antisémitisme traditionnel américain a toujours existé, mais il n'était pas physique, il n'était pas violent. On ne s'attaquait pas, on ne venait pas faire des attentats contre les synagogues. Maintenant, c'est devenu une réalité et c'est aussi pour nous un challenge parce que les rôles se sont inversés. Et nous, comme vous savez, en France, cette organisation qui s'occupe de la protection de la communauté juive depuis déjà peut-être 50 ans. On a connu les attentats rue de Rosiers, c'était les années 80. Ça remonte déjà presque à 50 ans. Et l'expérience que nous avons acquis, c'est comme si ici en Grande-Bretagne, comme les organisations en Belgique, même en Suisse, en Italie, qui peuvent aujourd'hui partager leur expérience avec Outre-mer. Mon équipe de SAC a déjà visité les États-Unis à plusieurs reprises pour faire les trainings et pour les expliquer qu'aujourd'hui, ils doivent construire le système de défense aussi de communautaire avec les volants bénévoles. On ne peut pas attendre que le shérif va résoudre le problème. Maintenant, Raya, on pourrait passer des heures avec vous, mais je pense que là, il y a quelques questions. Est-ce que vous permettez qu'on écoute les questions et voilà. Peut-être on peut passer aux questions s'il y en a. Oui, alors merci à vous deux pour cet échange. On a une première question pour vous, Raya. Y a-t-il eu un fonds d'urgence économique mis en place par le Congrès juif européen pendant la crise? Disons que chez nous, ce fonds existe. On a une chance d'avoir le président qui est Moshe Kantor, qui nous ne faisons pas de collecte. Ça, c'est vraiment notre organisation ne fait jamais de collecte de fonds. Tous nos fonds proviennent de fonds privés de notre président, qui est un homme exceptionnellement généreux. Et il y a déjà mis en place plusieurs fondations qui veillent et qu'on n'a jamais arrêté de s'occuper de ça, d'aider toutes nos communautés dans n'importe quoi. Il y a quelques semaines, il y avait un tremblement de terre en Croatie ou quelque chose comme ça, on est là. On n'attendait pas la pandémie pour avoir, nous avons une fondation qui s'appelle European Jewish Fund et on a une Counter Foundation qui est maintenant mobilisée uniquement pour aider les communautés juives de s'en sortir de cette période de crise, pas seulement de pandémie, parce qu'il y a des étapes. La première étape, c'était sanitaire. La deuxième étape, ça sera probablement l'étape plutôt économique, de l'aide économique. Tout ça, c'est prévu. Il y aura aussi de l'aide aux organisations religieuses, parce que la religion va aussi peut-être, dans certains endroits, être en péril, manque de moyens. On prévoit tout ça et on va répondre dans la mesure de possible. Mais je sais que dans les communautés, comme par exemple en Autriche, en Italie, il y avait déjà peut-être en France aussi, les fonds se créent aussi au niveau national.
là où c'est possible. Mais nous avons toujours été prêts à répondre autant que dans les mesures de possible. Et si ça ne sera pas suffisant, on va chercher peut-être de l'aide de la communauté européenne aussi, parce qu'on est en contact, on est très, très proche de la Commission européenne, du Parlement européen. Nous avons un groupe avec 100 parlementaires au Parlement européen qui sont proches de nous. Ça s'appelle Working Group on Fighting Antisemitism. On a changé ça. C'est plus tellement working group, c'est un groupe de lutter contre l'antisémitisme. Et quand on se bat pour les budgets, il y a des votes au Parlement, les membres de ce groupe sont très actifs. Mais ça prend beaucoup plus de temps. Nos fonds, c'est pour répondre immédiatement. Les fonds qui mettent à la disposition de communautés, la Commission européenne, ça prend du temps. Il y a beaucoup de bureaucratie. Raya, il y a encore une question et le temps passe, malheureusement. Est-ce qu'on peut prendre la dernière question? Vous êtes d'accord, Raya? Ah, mais moi, bien sûr. Allons-y, on peut avoir la dernière question. Une dernière question, Raya. Merci beaucoup pour ces explications sur la réouverture des lieux de culte dont vous avez parlé. Vous avez une coordination européenne. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir réouvrir rapidement les lieux de culte sans prendre de risques sanitaires? Disons que malgré tous les développements très positifs, on peut dire que pendant quelque temps, le risque zéro ne va pas exister. On devra apprendre, d'ailleurs, comme on a toujours vécu pendant des épidémies de grippe saisonnière qui frappaient parfois aussi d'une façon incroyable et qu'on continue quand même à vivre plus ou moins normalement. Et on pourra, pendant des mois à venir, évidemment, on ne pourra plus avoir une insouciance dans les lieux de culte comme avant, et parce que c'est très, très important. C'est dans les lieux de culte aussi qu'il faut faire très, très attention. Ça sera nécessaire d'espacer et je souhaite à tous les synagogues avoir ce problème parce que je crois que dans beaucoup de synagogues, les gens sont déjà assez espacés. Nos synagogues en Europe ne sont pas tellement remplies. Au contraire, les rabbins se plaignent qu'il n'y a pas assez de monde le Shabbat et des jours de fête et que ça n'est que pour Kippour. On ne peut pas, jusqu'à Kippour, j'espère que ce problème va être résolu. Mais évidemment que dans toutes les communautés, et si quelqu'un, vous pouvez toujours adresser à moi, on peut traduire à n'importe quelle langue et vous envoyer toutes les recommandations qu'on a. Merci. Voilà, ils sont très concrets. Je pense que ça va intéresser je dirais l'enquête que vous faites va intéresser beaucoup de nos participants à cette conversation. Raya, je voudrais vraiment vous remercier très, très sincèrement, très chaleureusement pour votre intervention qui nous a donné un panel assez large de ce qui se passait en Europe, de votre contribution et de la contribution aussi de la solidarité qui s'est mobilisée à travers la communauté. Un grand merci, Raya. On vous souhaite bonne chance, beaucoup de courage parce que vous avez beaucoup de travail devant vous. Et un grand merci d'avoir participé à cette conversation du CRIF. Merci beaucoup, Serge. Merci tout le monde. Et on admire énormément la communauté. C'est la plus grande communauté de l'Europe. Et c'est vraiment un exemple dans beaucoup de domaines. Et parfois, je téléphone même à Robert pour demander des conseils parce que pour nous, c'est une sorte de modèle. Et je souhaite vraiment à la communauté une longue vie, la santé, de ne plus avoir ce genre de période qu'on a connue et que espérons que tout va rentrer dans l'ordre. Mais il faudra quand même qu'on soit tous vigilants pendant encore quelques temps. Et de toute façon, pour tout ce qu'on peut faire, on est là pour nos communautés et pour la France, évidemment. Merci. Merci beaucoup, Raya, pour ces mots chaleureux. Merci beaucoup à vous deux, Raya et Serge, pour cet échange. Et merci à vous tous de l'avoir suivi. La prochaine conversation du CRIF aura lieu lundi prochain, le 25 mai, avec Bruno Alioua, médecin, historien et président de la commission du souvenir du CRIF
et Stéphanie Dassa, directrice de projet au CRIF. Ils échangeront sur l'impact de la Shoah sur la santé des survivants et de leurs enfants. Un sujet passionnant donc. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Merci, merci Sarah.